Binge audio. Alors, je peux faire maille, faille... Ouais, c'est pas terrible. Ah mais non, truc de ouf, j'ai un Scrabble. Allez, je le pose. F-A-M-I-L-L-E. Famille. Ma mère, qui me fout la pâtée régulièrement au Scrabble, pense que j'aurais pu mieux placer mes lettres. Genre le F sur une case lettre compte triple. Alors là, tu vois, c'était au moins 80 points d'un coup, ma fille. Ma fille. Je crois que j'aurais préféré poser ça plutôt que famille. En fait, je me fiche un peu du score quand je joue au Scrabble avec ma mère. Ce que je cherche à composer sur mon chevalet, c'est des mots qui ont du sens. Quitte à ce que ça ne rapporte rien, ce qui l'exaspère, moi, ce que je veux, c'est que ce soit joli. Famille. Il me plaît pas, en fait, ce mot. Il sonne faux. Il n'a rien de joli. Mais quand c'est posé, c'est posé. Oui, maman. Ah, mais j'avais pas vu. Si j'enlève le F et les L, ça fait ami. A-M-I-E. Ami. Au féminin en plus. Et si je trouve un S égaré sur la grille, je peux mettre le mot au pluriel. Ami. Là, ça me plaît. Là, ça sonne bien. Parce que mes amis, c'est la famille que je me suis choisie. « 20 000 lieues sous ma chair », une série documentaire de Caroline Potier. Épisode 4, les mots justes. C'est pas simple pour les proches de bien réagir, d'avoir les bons mots face à l'inceste. Parce qu'aujourd'hui, dans votre entourage, vous connaissez tous et toutes quelqu'un qui, comme moi, en a été victime. On est près de 7 millions rien qu'en France. Alors comment nous écouter, mieux nous comprendre, mieux nous soutenir ? Il n'y a pas de manuel pour être de bons amis dans ces cas-là, mais il y a quand même 2 ou 3 clés que je vais vous partager. On est en train de passer devant un couple de... Je sais pas ce que c'est quoi des canards, des cimes, c'est quoi? Je suis même pas capable de... Des oies, merci Anissa. Et avec un petit bébé qui est très mignon, limite un ado. Ce n'est pas à ma mère à qui j'ai révélé l'inceste en premier, lors de ce dimanche de fête des mères en 1999. La première fois, c'était à ma grande copine Anissa, quelques semaines avant, en sortant du collège. Je la raccompagne au bus, comme pratiquement tous les mercredis midi. On se tape des barres, on se raconte des potins, et puis, arrivé à la dernière rue avant la place des bus, je lui dis que j'ai été violée par un homme, mais que je ne sais pas qui c'est parce que j'ai pas vu son visage. Elle trouve quand même ça bizarre, j'ai forcément vu son visage. Alors je finis par lui avouer que cet homme, c'est mon père. Son bus arrive, il y en a un toutes les 15 minutes, elle peut pas le rater. Anissa est l'aînée d'une fratrie de 4, sa mère est assez sévère, faut pas qu'elle soit en retard. Je la laisse monter dedans et passer son mercredi après-midi avec ça. Sans savoir qu'en elle, cette confidence avait ouvert une porte. Ce que je me souviens, c'est surtout la libération, quand tu m'as dit ça, que j'ai ressenti, de me dire que j'étais pas toute seule. Et bon, c'est sûr que j'avais pas vécu les mêmes choses que toi, exactement, mais pour moi, en fait, c'était tout autant douloureux. Quand elle était encore à la maternelle, Anissa et son petit frère ont été agressés sexuellement par le compagnon de leur mère. J'ai longtemps cru qu'Anissa, son frère et moi, on était les seuls de notre petite bourgade de 60 000 habitants à avoir vécu un truc pareil. C'était quand même une drôle de coïncidence. Elle venait d'une famille d'ouvriers,
Moi, mon père était officier. On n'avait pas la même histoire familiale, on recevait pas la même éducation. Et pourtant, on avait ce drôle de point commun. J'ai compris bien des années plus tard que l'inceste, ça n'avait rien à voir avec le milieu social. En fait, Anissa, son frère et moi, on représentait une statistique nationale. 2 à 3 enfants par classe sont victimes d'inceste. En gros, pendant longtemps, tu as été la seule personne de mon entourage à être concernée également par le sujet. Ah ouais. C'est pareil pour moi. Ouais. Mon frère, parce que on était sous le même toit. Mais sinon, personne. Et puis comme moi, j'ai encore maintenant, c'est tabou, donc pour moi, on va dire que je suis passée quand même à autre chose, j'ai réussi, mais je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Tu n'en parles pas du tout, par exemple, à ton entourage. Enfin, quand tu te lies d'amitié avec quelqu'un, c'est pas un sujet qui va sortir au bout d'un moment ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Parce que j'estime que déjà, ça reste toujours une part de honte, clairement. Même si j'ai rien demandé, même si j'étais une enfant. Mais je serais livrée une trop grosse partie de moi en fait. Avec Anissa, on n'a pas du tout le même rapport à la parole au sujet de l'inceste. Moi, j'en ai toujours parlé à mes amis proches et à mes compagnons, de manière très factuelle, minimaliste, sans décrire les viols. Une façon d'expliquer l'absence de mon père, sans trop en dire non plus, pour les protéger en quelque sorte. Et puis parce que, parfois, j'ai été déçue. Plus jeune, quand je livrais mon histoire, j'ai ressenti que ça faisait flop. Vous savez, ce gros blanc qui s'installe. Moi, je prenais ça comme un manque d'intérêt. Avec le recul, je sais bien que vous faites comme vous pouvez. Vous, les amis, les compagnes et les compagnons, les proches de victimes. Qu'est-ce que vous pourriez bien répondre à ces personnes que vous aimez très fort, qui vous confient des choses aussi lourdes à porter ? Je vais vous dire ce que moi, j'aurais aimé entendre. Merci. Merci d'avoir eu le courage de livrer ton histoire. Et merci de m'avoir accordé ta confiance. Comment tu te sens ? Qui sont les proches qui te soutiennent ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de professionnel pour t'aider ? Tu sais, je suis disponible si tu veux en discuter de nouveau. Je suis dispo si tu veux en discuter à nouveau. Et puis, j'aurais aimé recevoir un petit texto, 2 ou 3 jours après, qui résumait tout ça. Moi non plus, je n'ai pas toujours été l'amie capable d'écouter et de donner des bons conseils dans ce genre de situation. Parce que ça va pas de soi, même quand on est très directement concerné. Mais en fait, je suis en train de me dire aussi qu'il faudrait que je te raconte un petit peu quand même mes histoires de cœur, même si en ce moment, ça va, j'en ai pas, mais justement, je suis en jachère en ce moment, c'est très agréable. C'est la voix de Marie que vous entendez. Mais si, rappelez-vous, Marie, mon amie d'enfance, que je connais depuis le CP. Adolescente, on s'envoie des heures de cassettes. Bien que l'amour, c'est super important, je pense, comme dans la vie, je veux dire, on peut pas, une vie sans amour, pour moi, c'est... Enfin, sans relation, je trouve ça... Enfin, à quoi ça sert de vivre sinon, enfin... Perso, je vois pas quoi, parce que vivre que pour le boulot. Il m'a gravé aussi Portiched, tiens, dans la foulée. Tu sais, give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. Bon voilà, c'est sympa quoi. Bon, ça a été repris pour une pub. Bon, je pense que tu as pu reconnaître cette chanson malgré mes talents, eh oui, de chanteuse. Sur l'une des cassettes, Marie me raconte l'histoire d'une amie qui a été victime de viol. Son amie en parle, elle porte plainte. Elle devient boulimique puis anorexique. Elle descend en dessous de la barre des 30 kilos. J'ai cru qu'elle allait mourir. Et moi, j'ai eu une réaction hallucinante. En fait, elle refuse de se faire soigner, quoi.
Quand je me réécoute, j'ai honte. J'avais bien retenu sur l'une de tes cassettes, tu me parlais que ouais, elle devait aller à l'hôpital et puis elle n'y allait pas. Elle allait chez des amis et puis basta, quoi. Là, j'ai 15 ans et cette absence d'empathie envers les victimes de violences sexuelles, ça me paraît fou, vu que j'en ai moi-même souffert. Donc après, moi, j'ai rien à dire là-dessus, mais bon, c'est sûr que bon, si vous pouviez la foutre de force, tu vois, une semaine et tout, pour qu'elle prenne conscience du poids de sa maladie. Et en fait, je suis en train de me dire, ça se trouve, elle peut pas du tout s'en sortir, quoi. Enfin, en fait, c'est ce que t'essayes de me dire sur toutes les cassettes. Oui, c'est vrai, je suis un peu con. Mais ouais, à mon avis, cette volonté de pas s'en sortir est tellement forte que... À l'époque, je fais pas le lien entre le viol et sa maladie. Marie se préoccupe de l'état de santé de son amie, et moi je l'enfonce. Je lui raconte n'importe quoi. En fait, je lui renvoie le discours ambiant, qui ignore complètement les conséquences des violences sexuelles, incestueuses ou non, sur la santé physique et psychique des victimes. Je lui envoie la compile de tout ce qu'il faut pas dire. Genre le best-of qui cartonne encore 20 ans après. Parce que la chanson « Elle veut pas s'en sortir, il refuse de se faire soigner », vous la connaissez aussi bien que moi. Ce refrain, vous le fredonnez peut-être vous aussi, quand vous en avez un peu marre des histoires de votre ami, de votre amoureux ou de votre sœur. Vous vous dites qu'elle ressasse, qu'il faudrait qu'il passe à autre chose, mais vous savez, il n'y a pas de plaisir à se sentir mal, à rester bloqué dans ses souvenirs. C'est quelque chose qui se joue dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Parce que oui, l'inceste est un traumatisme grave qui menace l'intégrité physique et psychique de la personne qui l'a subi. Et quand le traumatisme est encore trop présent, des symptômes peuvent apparaître. Des symptômes qui rendent la vie de la personne qui en souffre infernale. Et par ricochet, celle de son entourage. Tu t'es fait rentrer dedans, là, dans la voiture, là Ouais. Ah mince. Sur le côté, là, j'ai vu ça. On était garé. Ah oui, t'étais pas dedans? Non. Ok. Avec Grégory, on a été amis, amants, amoureux. On est restés en couple pendant 10 ans. On est partis en voyage 1 an et demi en Amérique du Sud. On a fait un film, on était tous les deux journalistes. Il m'a demandé en mariage dans un désert qui se jette dans les Caraïbes. On s'est mariés entourés de nos amis les plus proches, qu'on a régalés avec une pièce montée de fromage. Et c'est même une licorne qui nous a apporté les alliances. On a déménagé, on a adopté Minette, il est devenu maraîcher. On a acheté une maison un peu plus à la campagne qu'on a retapée. On s'est beaucoup, beaucoup aimé. On s'est accompagnés, et puis on s'est séparés. Son absence laisse un grand vide. On va refaire un test son. Si tu peux me dire ton... comment je te présente, enfin comment t'aimerais être présenté? Bon, juste Grégory, je pense. Ok. Et qu'est-ce que je dis? Je dis quoi? Ex-conjoint? Je dis quoi? Bah, ex-conjoint, ouais. Ouais. Dans ma vie et dans mon parcours de réparation, Grégory a occupé une place très importante. Il m'a soutenue de manière infaillible. Il m'a apporté la stabilité, la sécurité et l'apaisement dont j'avais besoin. Il m'a aimée et acceptée telle que je suis, avec cette partie de moi que je n'aime pas trop, cette partie à moitié morte que je me trimballe et qui se réveille parfois dans les moments les plus beaux, comme dans notre histoire d'amour. Je me disais ça va aller en fait. Je me disais ça va aller et puis je pense que je voyais pas la complexité des mécanismes et l'ampleur du traumatisme en fait. Du coup je savais que en fait je voyais ça comme une espèce d'ombre derrière toi qui parfois revenait dans les moments où t'étais mal en fait. Et du coup je me disais bon voilà ça doit être ça en fait, ça doit être ça l'inceste, ça doit être quelque chose que la personne elle porte comme ça sur elle et pouf par moment bah ça devient trop lourd quoi. Et ça crée une espèce d'énergie noire, quoi, quelque chose de très sombre. Et dans ces moments-là, c'est vrai que moi, je me sentais complètement impuissant.
Après, de là à dire que je voulais... Si, peut-être que je voulais te sauver de ça. Peut-être que c'était... Enfin, en tant que conjoint, que mec, que mari, clairement, je voulais que tu te sentes bien, en fait. Et... effectivement, vouloir dire je suis pas, moi je suis pas ce genre d'homme et je peux te montrer que les hommes ça peut être autre chose en fait que l'image que tu avais eue via ton père, quoi. Je me demande quel rôle vous pouvez jouer, vous, les amoureux, les compagnes, les amants et les amantes des victimes d'inceste. Est-ce que votre amour, votre affection peuvent être au-dessus de tout? Est-ce qu'ils peuvent panser les blessures, refermer à jamais la cicatrice et réparer tous les maux? Pour moi, le mot d'inceste, en fait, il était synonyme de mort, quoi. Vraiment, et ça, je l'ai compris beaucoup plus après, en fait, de ce que ça signifiait vraiment. Mais à ce moment-là, vraiment, moi, j'avais peur du suicide, en fait. C'est quelque chose qui, après, je t'en ai peut-être jamais parlé, mais c'est quelque chose qui... Je te voyais tellement mal et dans un tel... désespoir, quoi. Un manque de vie, en fait, un manque de vitalité, quoi. Et l'impuissance et du coup de la peur. Parce que de la peur de revenir et puis de se dire merde, en fait je suis passé à côté et puis j'ai rien pu faire, quoi. Concrètement, il aurait pu faire quoi, Grégory ? La dépression, les idées noires, c'était par vagues. Le scénario de ma propre mort, je l'avais imaginé dès l'adolescence. Du haut du 9e étage de ma tour HLM, j'avais choisi la défenestration. J'avais vu un voisin sauter et des chats tomber, j'étais sûre de ne pas me rater. Se faire du mal, vouloir en finir, c'est quelque chose d'assez commun chez les victimes de violences sexuelles. 86% d'entre elles ont des idées ou des pulsions suicidaires contre 14% de la population générale. Plus de la moitié ont déjà tenté de mettre fin à leur jour. Je sais, c'est pas très gai ce que je vous raconte, mais c'est la réalité. Et avec Grégory, je me dis qu'on s'est débrouillé comme on a pu. Je pense qu'au début, je voulais trouver des solutions, trouver des réponses, trouver des manières de réconforter, etc. Mais ça marchait pas. Et donc, petit à petit, je me suis dit, arrête de parler, en fait. Et donc là, effectivement, je me suis mis à écouter. Et après, c'est sûr que je pense qu'on ne nous apprend pas beaucoup à écouter. Peut-être plus encore en tant qu'homme. Et à partir du moment où je me suis mis à écouter, je me suis mis effectivement à développer de l'empathie, en fait. Et non pas que j'avais pas d'empathie avant, mais je mettais pas ce mot dessus. On met plus le mot d'amour ou le mot de... dans un couple. Je pense que c'est notre relation et toi, en fait, qui m'a permis de trouver des ressources en moi pour comprendre, pour écouter, effectivement. Et je trouve qu'on a été trop laissés face à nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que on s'est rencontrés, on avait 25 ans. Moi, j'avais jamais entendu parler vraiment d'inceste. En tout cas, je m'étais jamais penché sur le sujet, et voilà. Et on était désarmés, quoi. En fait, ça devrait être objet de discussion, quoi, pour pas laisser les gens tout seuls. J'ai découvert bien après notre séparation qu'on aurait pu suivre des séances de psychoéducation. C'est ce que Mélanie Voyer, psychiatre, pratique auprès des compagnes et des compagnons de victimes de violences sexuelles qu'elle soigne. Un accompagnement pris en charge au centre de psychotraumatologie de Poitiers, qui consiste à mieux comprendre les réactions de leurs conjoints et à les outiller pour y faire face. On va leur expliquer ce qui s'est passé dans le cerveau au moment de l'événement. On va leur expliquer les différents symptômes du trouble de stress post-traumatique. On va également leur expliquer les différents symptômes qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique complexe, ce qui est le cas dans les violences sexuelles dans l'enfance, dans l'inceste. Donc on va leur expliquer toutes ces dimensions-là. Pourquoi est-ce que la personne met en place un certain nombre de comportements dans le quotidien qui peuvent parfois
paraître extrêmement étrange, voire incompréhensible pour les proches. Pourquoi est-ce que il y a la nécessité, par exemple, d'avoir la télévision allumée toute la nuit à la maison, ou pourquoi la personne elle prend 3 verres de whisky le soir avant de se coucher. Tous ces types de comportements qui peuvent être à l'origine de tensions dans le couple ou au niveau familial, on va les expliquer comme étant des conséquences des violences subies et donc des conséquences du traumatisme psychique. On va aussi expliquer pourquoi est-ce que certaines zones du corps entraînent une réactivation des souvenirs traumatiques, donc que la personne a mis en place des comportements d'évitement. Donc on va expliquer tout ce que sont les comportements d'évitement et essayer de faire la liste avec à la fois la personne qu'on accompagne, mais le proche, des comportements d'évitement qui ont été identifiés et qui sont source de tension au sein du couple ou au sein de la famille. Et puis, on va expliquer pourquoi est-ce que ces comportements d'évitement, ils ont pu avoir un rôle à un moment donné, un rôle de survie un peu, mais qu'ils ont un effet délétère parce qu'ils renforcent finalement et ils maintiennent la symptomatologie psychotraumatique. Une fois qu'on a fait toute cette psychoéducation, on va outiller aussi le proche de tout un tas d'outils de régulation. Qu'est-ce que la personne peut mettre en place, le proche peut mettre en place quand il y a une crise d'angoisse? Qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de rassurer sa conjointe, son conjoint, ou son frère, sa sœur ou son ami? Quels petits outils il peut utiliser? Qu'est-ce qui fonctionne? On va essayer aussi de proposer de renforcer le lien, de renforcer le côté positif de la relation. Donc il y a plein de petits outils comme identifier ce qu'ils aiment faire ensemble, ce qui est source de joie dans les activités qu'ils puissent faire ensemble. Donc là, de les lister et puis de faire un calendrier. Dire, d'ici la prochaine séance, est-ce que vous pourriez aller, par exemple, vous me dites qu'aller au cinéma ensemble, c'est quelque chose qui vous fait du bien, vous êtes content d'être ensemble à ce moment-là, donc voilà, la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez aller au cinéma et puis aller faire, par exemple, une balade en forêt si c'est une autre situation, pour essayer de renforcer le lien entre les deux qui a pu être largement mis à mal par la relation. Alors, pousser la porte d'un centre spécialisé en psychotraumatisme, c'est pas aussi facile que de pousser celle de votre médecin généraliste. Déjà, faut savoir que ça existe, et puis que votre partenaire soit dans une démarche de soins et soit suivi dans ce type de structure. Ce qui reste encore marginalisé et pas qu'en France. Pour arrêter de se débrouiller tout seul, je me dis pourtant que ça vaudrait le coup d'avoir accès à un accompagnement adapté pour les victimes d'inceste et leurs proches. Et les grands oubliés dans cette histoire, ce sont souvent les frères et sœurs. Pourtant, ils étaient là eux aussi, près de vous, dans la même maison, sous le même toit. Eux aussi sont éclaboussés par l'inceste. Eux aussi fréquentent l'incesteur ou l'incesteuse. Dans son indispensable livre « Le berceau des dominations », l'anthropologue Dorothée Ducy expose les conséquences de l'inceste pour les fratries. Au cours de l'enquête, j'ai rencontré des sœurs et des frères d'incestés mutiques, horriblement mal dans leur peau. Ils avaient été totalement écrabouillés par la pédagogie du silence impossible. Écrabouillés de la tête d'avoir dû détourner le regard et dû s'abstenir de poser des questions sur leur sœur incestée, sur ses blessures, ses coups de colère, ses maux variés, ses insomnies, ses phobies de la salle de bain, des lits, du canapé devant la télévision, sa révolte, sa différence. J'ai rencontré des sœurs et des frères rendus débiles d'avoir dû constamment s'empêcher de réfléchir. J'ai rencontré des sœurs ostracisées et des frères auto-exilés, hors de portée d'oreille, bien à distance des éventuelles révélations d'inceste proférées par les incestés de la famille ou les autres parents qui auraient souhaité en parler. Les frères et les sœurs loyalistes, obéissants, soucieux de respecter l'ordre familial. Que le silence soit maintenu ou brisé dans les familles, les frères et sœurs aussi en payent le prix. Les psys parlent de traumatismes vicariants à ce sujet. Ce sont des traumatismes apparus chez une personne contaminée
par le vécu traumatique d'une autre avec laquelle elle est en contact. Dans son livre « La Familia Grande », Camille Kouchner, qui a vu son frère abusé par leur beau-père, l'explique très bien. Ce mécanisme de l'inceste, qui pousse les frères et sœurs à la fois au silence et à la culpabilité, elle l'appelle le serpent. D'abord, pour se libérer du serpent, faut le voir. Et je pense que c'est l'étape la plus difficile. C'est-à-dire se rendre compte que on se sent coupable, que quoi qu'il arrive, notre première réaction, c'est d'être coupable, et que cette culpabilité, elle se greffe sur tout. Moi, j'ai essayé de rendre compte du fait que j'ai vécu pendant tant d'années sans voir le serpent. Et en pensant que c'était juste moi qui avais un problème, mais que c'était intrinsèque à ma personnalité, qu'il n'y avait pas de choses exogènes qui faisaient que ça me mettait un peu des bâtons dans les roues quand même, toute cette histoire. Dans ma famille aussi, l'inceste a eu un impact sur ma fratrie. Mon frère aîné est parti très jeune, en internat, loin de la maison. Il a été écarté de l'histoire. On s'entend très bien, mais on n'a jamais vraiment réussi à parler de manière fluide de l'inceste et du climat de violence installé chez nous quand on était enfant. C'est le silence qui domine. Quant à mon frère cadet, j'ai le souvenir qu'on évoquait l'inceste et le reste des violences un peu plus librement. Il était en colère contre mon père. Les affaires de pédocriminalité, ça le révoltait de manière générale. Aujourd'hui, il a rompu ses relations avec moi. Et là aussi, c'est le silence qui domine. Je considère mes frères comme des victimes collatérales de notre père incestueux. Il y a comme un truc qui nous manque par rapport aux autres. Comme un manque de joie. Comme si l'innocence s'était envolée trop tôt. Je pense aussi à vous, les cousines, cousins, petits-enfants, neveux et nièces, tous les membres de la famille plus ou moins éloignés. Vous aussi, vous êtes impactés et vous pouvez en souffrir. Ces traumatismes vicariants sont à prendre au sérieux. Il existe des groupes de parole où les proches peuvent déposer leur fardeau. Avoir accès à une écoute bienveillante et des conseils pour briser la chaîne du silence qui entoure ces histoires. Peut-être que vous avez des questions que vous n'osez pas poser aux victimes directes. Même si elles n'auront pas forcément envie de vous parler, je vous suggère sans jamais insister de simplement dire quelque chose comme ça. Tu sais, si tu veux un jour discuter de ce qui t'est arrivé, je suis là. Parce qu'il y a des paroles qui font l'effet de coups de poignard, surtout quand elles sont prononcées par des proches. Non mais sursaute pas comme ça, c'est parce que t'as été violée qu'on peut pas te toucher. Ça va Caro, avec tes histoires de touche pipi là, tu vas t'en remettre hein. Non mais tu resteras toujours la petite fille violée en fait. Cette phrase, elle a été prononcée par une amie qu'on avait en commun avec Anissa. Une très bonne amie qu'on avait depuis le collège. Nos révélations, elle n'était pas prête pour les entendre, pas armée. Et à 25 ans, elle m'a dit que mon histoire l'avait traumatisée. Tu resteras toujours la petite fille violée en fait. Ça a été sa façon à elle de réagir. Moi, j'en ai fait des cauchemars qui laissent des sensations désagréables au réveil. Tu resteras toujours la petite fille violée en fait. Cette phrase a scellé la fin de notre amitié. Je me demande si l'inceste abîme au point de détruire des relations, juste parce qu'on en parle ou qu'on s'est confié. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Se museler ? Garder cette expérience pour soi ? Ne surtout pas la partager ? En tout cas, c'est le choix qu'a fait Anissa. Pour moi, les seules personnes qui pouvaient me comprendre, c'était les personnes qui avaient vécu ce que j'avais vécu. Okay. Je me disais que les autres, à part de l'empathie ou de la pitié, c'était tout ce qu'elles pouvaient ressentir. En fait, à aucun moment, je me suis dit que je pouvais avoir besoin d'aide de personnes qui n'avaient rien, qui ne connaissaient pas du tout ça. Je pense qu'à un moment donné, avec des proches qui n'ont pas subi l'inceste, il y a des limites. L'entourage ne pourra jamais comprendre complètement ce que l'inceste fait dans la chair et toutes ses répercussions. Je pense que les proches ne sont pas non plus en mesure d'apporter toutes les réponses.
Alors moi, ces solutions, j'ai fini par les trouver ailleurs. Auprès de professionnels et auprès de personnes qui, comme le dit Anissa, avaient vécu la même chose que moi. En fait, c'est comme si jusqu'ici j'avais lu le livre à l'envers. En rencontrant d'autres survivantes et survivants d'inceste, je me suis décentrée de ma propre histoire. Je me suis rendu compte que le scénario était tristement banal. Alors, Ah, bah voilà, il me manquait un E. Qu'à la place de la petite Caroline, le rôle aurait pu être joué par Jo, Florence, Olivier, Fatou, Karim, Sophie, Jean-Charles. Que toutes nos voix peuvent vous apprendre quelque chose de la culture de l'inceste, peuvent contribuer à améliorer la prise en charge des victimes. Alors, je pose C-H-A-P-I-T-R-E. Et à partir de là, j'ai ouvert un nouveau chapitre. Chapitre. Alors, ça fait combien, Mimoun? Pas grand-chose. C'est là où je voulais me mettre en plus. Bon, allez, c'est pas grave. À suivre dans Le cœur sur la table.